La débilose que je suis à tourner toutes ces vidéos sans le son. Donc il est temps que je recommence à tout filmer. Allez, c'est parti. Je sais que j'ai disparu depuis pas mal de temps, tout simplement parce que j'étais exténuée. Il s'avère que notre projet d'agrandir la famille a réussi. Je suis actuellement enceinte et je suis actuellement exténuée. Là, ça commence à aller mieux, mais du coup, pendant les 3 mois où j'ai disparu des réseaux, je dormais. Je lisais pas grand chose. Et pour preuve, tout ce que vous avez là, c'est ce que j'ai lu en 3 mois. C'est assez pauvre par rapport à ce que je lis d'habitude, mais c'est quand même pas mal. Surtout quand on compte que je dormais à peu près 10 heures par jour. Hein. Soyons honnêtes. On va donc commencer par mes lectures de janvier, pas forcément dans l'ordre, hein. C'est pas très grave, c'est pas ça qui compte. Mais en janvier, j'ai lu un service de presse et 2 livres complets, plus un livre que j'ai arrêté. Je l'ai pas DNF parce que je compte le finir, mais je ne sais pas quand. En service de presse, j'ai lu La lignée des maudits de Bloen Gilou. Je sais pas comment ça se dit. On va suivre l'histoire d'Ava qui est une médium, mais qui vit dans une famille qui se fait passer pour des médiums. Donc en fait, c'est la seule médium dans sa famille d'arnaqueurs. Un jour, le prince meurt subitement et la reine va demander à la famille d'Ava de résoudre le meurtre, mais attention, s'ils n'y arrivent pas, c'est eux qui vont aller sur la potence. Ava n'a donc pas le choix, elle va mener l'enquête et elle va découvrir des secrets quand même assez terribles, aussi bien du côté de la famille royale que de son côté de la famille. Cette lecture, je l'ai fait en lecture commune avec Maëva et je l'ai vraiment bien appréciée. C'était vraiment très sympa de mener l'enquête, même si c'est dommage parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez facile de résoudre le mystère. Disons que la première cible qu'on avait, je me suis dit non, c'est trop évident, ça peut pas être elle, c'est pas possible, il va y avoir des rebondissements et malheureusement il n'y en a pas eu. Cela dit, l'histoire et l'ambiance est vraiment très intéressante et je conseille vivement si vous ne l'avez pas lu. J'ai lu également 200 d'écume et de glace, donc de Alexiane Delis, c'est mon premier livre pour elle. Alors je sais qu'elle a une plume assez particulière et que son intention est de nous faire voyager, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné pour moi. Cette jeune fille c'est Perséphone et lorsqu'elle est un petit peu envoyée de force en vacances chez sa tante, elle va découvrir un secret, c'est une sirène. Elle va donc muter, elle va subir sa métamorphose et elle va découvrir un petit peu plus de ses vraies origines. On va lui donner une mission et c'est là où pour moi ça pêche, c'est-à-dire que la mission qu'on lui donne quand même, on va dire au tiers du livre, voire la moitié, le temps de tout mettre l'univers en place, ne commence pas du tout dans le livre. C'est-à-dire que ça commence à la fin. Plutôt que d'aller directement droit à sa mission, elle va aller se balader à Clermont-Ferrand, etc. C'était dommage pour moi quoi. C'est ça qui a fait que j'ai pas trop bien apprécié. C'était trop lent à se mettre en place, trop long et je voulais qu'il y ait un peu plus d'action et malheureusement du coup vu que il n'y en avait pas dans le tome 1, on m'a dit mais si vas-y t'inquiète continue tu vas adorer. Je ne sais pas, du coup je pense pas que je vais continuer à lire la saga parce que j'ai des fantaisies adultes qui m'attendent et qui sont absolument incroyables. Et en parlant de fantaisies adultes, très bonne transition pour Nevernight de J. Christophe que là j'ai vraiment particulièrement adoré. Mia est une jeune femme qui est un petit peu, on va dire, une voleuse et un assassin, pas de premier ordre hein, du tout, mais justement en bas de l'échelle. Et son maître va l'envoyer dans une église un petit peu perdue au milieu du désert pour justement devenir un assassin de premier ordre. Le monde dans lequel elle évolue est assez particulier, parce qu'en fait il y a 3 soleils qui tournent en permanence autour de la Terre, et donc la nuit n'existe jamais, sauf lors d'une nuit où clairement à ce moment-là tout est permis. On va donc suivre Mia au cours de sa formation et on va découvrir qu'elle a un passé quand même assez sombre et au fur et à mesure qu'on va voir son évolution, il va y avoir des petits flashbacks dans son passé qui va nous aider à comprendre pas mal de choses sur elle et de son étrange pouvoir qu'elle a avec ce chat assez mystérieux, ce chat des ombres qui la suit. Il va y avoir bien évidemment des meurtres qui vont se passer dans cette église et le but va être de retrouver qui a commis ces meurtres. J'ai vraiment adoré retrouver la plume de J. Christophe, même si on sent qu'elle est quand même un peu plus timide que dans l'Empire de Vampires, ça fait extrêmement plaisir. Attention, il y a des notes de bas de page qui sont assez abusées, soyons clairs, mais j'ai adoré les lire, contrairement à beaucoup qui ont détesté parce que vraiment, enfin, les notes de bas de page, il y en a beaucoup qui prennent plus de la moitié de la page, mais en fait je trouve que ça ajoute un trait humoristique à la narration qui certes coupe un petit peu de la lecture mais qui apporte quand même des informations assez sympas.
Et enfin, le livre que j'ai mis en pause, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Donc en fait, celui-ci, je l'ai mis en pause parce que j'ai appris ma grossesse à peu près au moment où je l'ai commencé. Et c'était très très dur pour moi de rester réveillée et surtout de rester concentrée sur un pavé pareil. J'ai lu à peu près la moitié et c'est là où ça commence vraiment. Bon, on est quand même sur 400 et quelques pages de présentation, de world building, etc. Je me suis arrêtée à la page 499 pour vous dire. Mais je voulais le lire en 10 jours. Au bout de 3 semaines, j'étais à peine à la moitié. Je me suis dit bon, on va se calmer un petit peu. On va mettre un stop, on va le reprendre quand on aura des capacités mentales un petit peu plus importantes. Parce que je vous cache pas que pendant qu'on est enceinte, notre cerveau il fonctionne en roue libre. Et on oublie énormément de choses, on oublie des mots, on oublie comment fonctionner normalement. Et ben en fait, du coup, pour pouvoir apprécier une œuvre telle qu'elle est, j'ai préféré attendre de retrouver mes pleines capacités mentales. Donc je pense qu'après mon postpartum, je le reprendrai. Ensuite, en février, j'ai lu 2 livres sur la Kindle. Donc c'était 2 harems inversés. Le premier, c'est Bloodbond, donc qui est la suite de Savage Land. J'ai plus le 1 parce que je l'avais vendu à une vente aux enchères caritative. Mais du coup, Savage Bond que j'ai lu, que j'ai plutôt apprécié, mais sans plus non plus. Bref, il était sympa, mais en fait, j'ai un énorme problème avec le personnage principal. Elle me sort par les yeux. Donc c'est Oleander, donc alias Oli, qui a des pouvoirs hyper sombres et qui doit en fait renouer avec son cercle. C'est assez particulier parce qu'en fait, chaque femme a un cercle. Donc vous avez une femme pour plusieurs hommes, c'est un harem inversé, hein. Pas de secret, on dit tout depuis tout le début. Et le fait de compléter le cercle, donc pour pouvoir compléter le cercle, il faut clairement passer à l'action dans le lit. Et plus on complète le cercle, plus on a des pouvoirs qui sont décuplés. Et donc son cercle est déjà assez puissant, très puissant. Et elle veut se retenir au maximum de compléter le cercle avec ses âmes sœurs parce qu'elle ne veut pas leur donner trop de puissance. Elle-même, elle a du mal à se contrôler elle-même. Bref, elle est bien évidemment beaucoup trop attirée par son cercle puisqu'ils sont âmes sœurs, comme je vous l'ai dit. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'elle va compléter le cercle avec de plus en plus de monde. Et dans le tome 1, elle a complété le cercle avec une seule personne, je crois, je ne sais plus. Oui, si. Je sais plus. Mais bref, là, elle a complété le cercle avec 3 personnes en tout. Il est plutôt sympa, mais voilà, en fait, l'héroïne me sort par les yeux, je vous jure. En fait, au début, on veut nous faire croire que l'héroïne est vraiment différente, un petit peu... voilà, un petit peu plus size, mais pas trop non plus, mais qu'elle s'accepte très bien comme ça. Et au fur et à mesure, je trouve que sa mentalité change énormément. Et en fait, ça dénature complètement le personnage qu'on avait au début. Et du coup, ça m'agace, mais ça m'agace d'une force phénoménale. Mais l'histoire est pas mal, ça se lit hyper bien, surtout quand vous voulez une lecture légère. Je vous dis, j'ai abandonné Le Prieuré de l'Oranger, je me suis dit, vas-y, je vais partir sur des harems inversés, parce que c'est principalement de la romance, avec quand même un fond de fantaisie derrière, les harems inversés que je lis. Mais voilà, je voulais un truc léger, je suis partie là-dessus. Et donc ensuite, j'ai enchaîné sur la saga de Tana Brahe. Donc le tome 1, c'est L'Appel des Ombres, j'avais déjà lu. J'ai lu le tome 2, Le Baiser des Ombres de Anna Briac. Du coup, et pareil, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, je trouve qu'il se lit très très bien. On est sur des personnages qui sont tous radicalement différents, mais quand même avec une profondeur et qui fait qu'ils se complètent parfaitement. On est sur un tome un petit peu plus doux, plus de transition, où on va voir comment l'héroïne principale va vraiment ancrer dans la meute, parce que c'est un système de loup-garou, etc. Enfin bref, lisez-le si vous cherchez des harems inversés, vraiment très sympa. Avec celui-ci, vous allez forcément l'apprécier. Ensuite, mars a été un mois assez compliqué, c'est-à-dire que mi-février, j'ai commencé... Non, même pas, début février presque, parce que j'ai lu les 2 harems inversés hyper rapidement. Mais début février, j'ai commencé The Sword of the Kaigen et je l'ai fini mi-mars. Parce que... Enfin, je l'ai fini. Non, pas du tout. Je l'ai DNF mi-mars. Je l'ai DNF... Non, j'ai DNF bien après, là. J'ai DNF en plein milieu de chapitre à la page 434 parce que j'ai été terriblement déçue. Dans cette histoire, on va suivre Mizuka, je sais plus, moi je me rappelle plus, prénom en mi en tout cas, qui est une femme d'un grand commandant qui a de très forts pouvoirs et ils vivent En fait, ils vivent tous dans l'archipel de Cayenne, en haut d'une montagne. Misaki, c'est ça. Misaki a plusieurs enfants, dont un fils qui est quand même assez puissant et qui a le potentiel de prendre la relève de son père.
Dans du coup l'archipel de Kaigen, on est quand même sur un univers qui est très contrôlé par l'Empire et des informations qui sont quand même assez filtrées. Il s'avère que on découvre au début du livre qu'il y a quand même pas mal d'informations qui sont cachées au peuple de Kaigen, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et leurs ennemis, alors je sais plus qui c'est, voilà, leurs ennemis, donc l'Union Ranganaise, attaquent l'île où ils se trouvent. Et en fait, moi je pensais vraiment qu'on allait avoir des complots politiques, des retournements de situation, qu'on allait comprendre énormément de choses de pourquoi Kaigen et les Ranganais se font la guerre, mais absolument pas. Tout ce qu'on a, c'est un récit de guerre. On va suivre Misaki et son fils qui vont essayer de lutter contre cette invasion, mais on ne sait pas pourquoi il y a l'invasion. On ne sait pas grand chose, enfin, au moment où je me suis arrêtée, c'est juste la fin d'une bataille qui a duré plus de 100 pages et on ne sait toujours rien. Et du coup, à partir du moment où, aux 3/4 du livre, on sait toujours rien, je me suis dit, c'est pas du tout la fantaisie adulte auquel j'attendais. Moi, lire juste un récit de guerre, ça m'intéresse pas et c'est pour ça que je l'ai abandonné. C'était un service de presse. Et ensuite, un autre service de presse que j'ai lu, La Louve et la chamane, où là, cette fois-ci, on est sur une romance beaucoup plus douce, pareil, système de loup-garou à l'intérieur, enfin louve du coup, garou. Donc dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Nokomis qui a fui son peuple parce que, en fait, elle ne maîtrise pas ses transformations et sa louve. Malheureusement, quand elle était plus jeune, il y a eu un terrible accident, elle s'en veut énormément et elle a décidé de s'isoler un petit peu de son monde pour pouvoir sauver ses proches. Elle est une chamane, donc c'était une apprentie chamane. Elle a trouvé diverses potions pour éloigner sa louve et éviter qu'elle ne ressurgisse trop, mais plus le temps avance, plus la louve prend quand même le pas sur elle. Un jour, elle est retrouvée par quelqu'un qui lui explique que c'est normal, que malheureusement la procédure, le processus de transformation n'a pas été fait correctement pour elle, elle n'a pas su être accompagnée pour pouvoir maîtriser sa louve et c'est ça qui a causé tous ces dysfonctionnements, mais ils lui promettent de si elle vient dans leur meute, ils vont lui apprendre à gérer sa louve et elle va pouvoir retrouver une vie de paix. Sauf qu'il se passe quelque chose et que elle est obligée de traverser le pays pour pouvoir sauver son amour de jeunesse. Sur le chemin, elle va faire la rencontre de Pedro. Pedro qui est aussi un loup-garou, mais lui, il est plutôt très solitaire. Et il va l'aider en fait à se pardonner elle-même et à s'accepter telle qu'elle est. Et une histoire d'amour va se tisser entre les deux. C'est un livre très doux qui a énormément d'acceptation de soi. La romance est très douce, vraiment. Si vous cherchez quelque chose où vous voulez voir une relation saine et sereine se développer, c'est avec celui-ci que vous allez trouver votre bonheur. Et ensuite, jusque là, au mois d'avril, j'ai lu 3 livres. Donc j'ai commencé par L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. En fait, pour moi, c'est un petit peu une vibe X-Men, c'est-à-dire que vous avez des personnages qui ont des pouvoirs, des capacités, qui vivent un petit peu en autarcie du monde pour pouvoir apprendre à développer leurs capacités, et vous avez les humains. Sauf qu'un jour, il y a un groupe de méchants qui ont les pouvoirs, qui veulent prendre le contrôle de la Terre, et vous avez le groupe des gentils qui ont des pouvoirs, qui veulent les aider à accepter du coup l'entente entre humains et je sais plus c'est quoi le terme exact, mais ceux qui ont été sélectionnés en fait pour avoir ces pouvoirs. À l'intérieur, vous avez du coup une héroïne qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est clairement la descendante de dragon direct, d'où le terme Ascension des Dragons. Et elle a des pouvoirs qui sont absolument overcheatés comparé à tout le monde. Et c'est elle qui va être un petit peu à la tête de cette transition et qui va faire en sorte que les humains acceptent son peuple. Vraiment c'est hyper sympa. Par contre, je m'attendais vraiment à un one shot, alors que pas du tout. J'ai pas compris. Bon, en tout cas, j'ai bien apprécié ma lecture, même si j'aurais préféré avoir une vraie fin plutôt que ça, surtout que la suite n'est pas encore annoncée. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ensuite, j'ai lu le tome 1 du Royaume des Corbeaux, La Maison aux ailes déployées, où je n'ai jamais lu encore d'héroïne aussi bête que Fallon, clairement. Donc Fallon est une mi-faée, mi-humaine, qui vit du coup avec les faées et les demi-faées. Sauf que un jour, elle se voit investiguer d'une mission. Elle doit libérer 5 corbeaux, 5 corbeaux de pierre en fait, de pierres précieuses et d'obsidienne, pour pouvoir réussir à monter sur le trône. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fallon, elle est amoureuse de Dante. Dante, c'est le prince du royaume. Ils ont été à l'école ensemble et elle est folle amoureuse de lui.
Et il pourrait s'avérer que les sentiments soient réciproques. Donc elle est persuadée que si elle libère les 5 corbeaux, elle va enfin pouvoir se marier avec son prince charmant et accéder au trône. Sauf que tout n'est pas exactement comme ça. Déjà Dante, il est louche, il n'est pas si charmant que ça, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et surtout, les corbeaux, ils cachent certainement encore un autre secret. Vous allez donc la suivre à travers toute une épopée pour partir à la recherche de ces corbeaux et vous allez la voir prendre des décisions toutes aussi stupides les unes que les autres. Vraiment, littéralement, elle est stupide cette fille, elle est vraiment stupide, mais ça se lit bien. Je dirais pas que c'est addictif, ça se lit bien, ça se lit tranquillement. C'est vraiment une vibe à Cotard, on voit qu'il y a quand même pas mal de faiblesses dans le roman. Pour autant, on continue parce qu'il nous fait passer un bon moment. Et enfin, en audio, j'ai continué La Roue du Temps, donc de Robert Jordan. Donc ça, c'est la première partie du tome 2 en VO, sauf que du coup, c'est le tome 3 et le tome 4 en français. On est vraiment sur quelque chose de très différent de la série, si vous avez lu la série, où il y a la renaissance du dragon et toute la quête qui tourne autour. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. Je ne m'attendais pas à redécouvrir une histoire comme ça. La série a fait des choix scénaristiques qui leur sont propres, mais qui fonctionnent quand même. Donc le fait de lire cette saga me fait juste l'impression de découvrir une histoire différente dans un univers que je connais déjà et j'apprécie fortement. C'est tout pour mon update lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Si vous êtes encore ici, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter vous quels sont le livre que vous avez préféré depuis ce début d'année. En tout cas, moi je vais essayer de reprendre un rythme de lecture comme avant. Mais je suis pas sûre, de toute façon on verra comment ça se passe. Et je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos sur YouTube en n'oubliant pas d'allumer mon micro. Parce que tourner les vidéos 2 fois, ça prend beaucoup de temps inutile. À très bientôt!